Chanteuse et comédienne, elle a commencé sa carrière très tôt, à l'âge de 17 ans. Vous vous souvenez peut-être d'elle pour son rôle de Shoshana Boulboul dans La Vérité si je mens. Depuis, elle a enchaîné de très nombreux rôles, que ce soit au cinéma ou à la télévision, mais aussi sur les planches. Elle enchaîne aussi les concerts et les albums et revient avec un nouvel opus dont elle va nous parler dans quelques instants. C'est Elisa Tovati que nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Lumière Intérieure. Bonsoir Elisa. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir avec nous. Votre actualité, c'est un récent album qui s'intitule « Le cœur et la locomotive des filles émotives ». 13 chansons comme 13 battements de cœur. Vous êtes une fille émotive ? Très émotive, de plus en plus. Avec les années, j'ai appris à m'ouvrir, à moins me protéger et finalement, je trouve ça plutôt bien. J'aime rire, j'aime pleurer aussi, j'aime avoir les émotions à fleur de peau. Parce qu'on pourrait penser comme ça de prime abord que c'est le contraire, qu'on est très, très à fleur de peau étant jeune et qu'on s'agit entre guillemets. Vous, ce serait donc plutôt l'inverse. Oui, j'ai commencé ce métier très jeune, j'avais 12 ans, donc il faut se blinder quand on est une jeune fille dans ce métier qui est un métier assez difficile, entouré d'adultes. Et avec les années, j'ai compris que le chemin était plus important que le résultat. Et le chemin, il est beau quand on peut mélanger les énergies, quand on peut prendre les émotions des autres et les partager aussi. Et donc, avec les années, j'ai appris à m'ouvrir, alors à me fragiliser un peu aussi, mais je pense que c'est plutôt positif. Alors on va se mettre tout de suite dans l'ambiance en regardant un extrait du single de cet album. Donc ça s'intitule Rainbow Islands. On regarde ça tout de suite ensemble. Très bien. Tour à jamais, on a enfermé le passé en haut d'une tour à Tokyo pour tout reprendre à zéro. À l'opposé du Japon, retrouver les sensations, changer de direction, d'horizon. Tant que je tais-toi, je touche du doigt ce monde inconnu. Tant que je tais-toi, tant que je tais-toi, je sais que le paradis n'est pas perdu. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple. C'est un album finalement qui est relativement à votre image. Est-ce que vous diriez que c'est parmi tous vos albums celui qui vous définit le mieux ? En tout cas, qui définit la femme de 43 ans que je suis aujourd'hui. C'est un album, comme vous le disiez si bien, que je vis avec le cœur. C'est comme des battements de cœur. J'ai l'impression qu'à la fin de cet album, on aura un peu plus l'impression de connaître la femme que je suis avec mes peines et mes joies et mes questionnements sur la société, mon rapport à la maternité, à l'amour. Voilà, l'amour déçu. La maternité, vous êtes mère de 2 enfants, Léo et Joseph, exact. Si je ne m'abuse. Alors vous dites, ça va permettre de mieux connaître la femme que je suis. Comment vous la décririez précisément, la femme que vous êtes ? Haute en couleurs, déjà, positive à la base, mais en effet, comme on le disait tout à l'heure, quelqu'un d'extrêmement sensible qui reçoit toutes les énergies de ce monde qu'il y a autour de nous au centuple, j'ai presque envie de dire. Donc quand je suis triste, je peux être vraiment très désespérée, et par contre, quand je suis gaie, je peux communiquer très facilement ma joie de vivre à un régiment. Vous le disiez, vous avez commencé cette carrière très jeune, je crois que c'était à 17 ans, en réalité c'était à 12 ans. 12 ans. C'est très tôt. Rétrospectivement, quel regard est-ce que vous portez sur cette période, sur la période de vos débuts ? De l'inconscience, une envie féroce de travailler. Alors à l'époque, il n'y avait pas des concours de chant et tout ça. Donc à 12 ans, à mon âge, quand on avait envie de faire ce métier, c'était assez inattendu pour mes parents et puis assez surprenant pour les autres. Mais cette envie d'être sur scène, de pouvoir glisser dans la peau des personnages, de pouvoir vivre plusieurs vies en une, de m'exprimer à travers la chanson, être à la genèse d'un album. Tout ça me donnait très envie et donc je me suis lancée à corps perdu dans ce métier
je ne savais pas trop ce qui allait m'attendre. Et finalement, je suis encore là, donc c'est plutôt pas mal. Et c'était vraiment chez vous une vocation, comment dire, un rêve de faire ça peut-être. Enfin, je ne sais pas si vous seriez vu faire quelque chose d'autre d'ailleurs. Non, je pense que oui, c'est une vocation. Je suis née comme ça. Très sincèrement. Mais dès l'enfance, vous en parliez à vos parents? Dès 3-4 ans, j'ai des vidéos de moi faisant des spectacles à mes parents, les faisant payer même 1 franc pour assister au spectacle, mettant les robes magnifiques de ma mère. Et oui, j'ai toujours eu envie d'être sur scène et de m'exprimer comme ça. Et quand j'allais voir des concerts ou des pièces de théâtre, je me souviens avoir une envie terrible de monter sur scène à la place de l'artiste. Ouais. Donc à la fois un attrait pour la scène, aussi bien en tant que chanteuse qu'en tant que comédienne. Tout de suite, je n'ai pas trop fait la différence en fait. Ouais. Je voulais être une artiste qui a plusieurs cordes à son arc. Je voyais Barbara Streisand qui jouait la comédie, qui chantait. Ça pouvait être Alain Souchon aussi, ou plein de gens. Et je me suis dit, oui, j'ai envie d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Donc, et j'en ai plein d'ailleurs, parce que je réalise les clips. Le clip que vous avez vu de Rainbow Island, je le réalise. J'écris, j'aime évidemment chanter. La pochette de l'album Le cœur et la locomotive des filles émotives, je l'ai faite avec ma sœur Vanessa. Donc j'aime... Avec laquelle vous travaillez depuis toujours. Enfin, en binôme, oui, depuis toujours. Oui, j'aime être derrière et devant. En tout cas, j'aime être à la genèse. Et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de travailler quotidiennement sur le projet. Je ne pourrais pas me contenter juste de chanter un texte qui m'est envoyé. Et vos parents, à l'époque, ils vous ont soutenu parce qu'ils n'étaient pas du tout dans cet environnement-là. Votre père était dentiste, oui. Je crois. Votre maman, elle était... Maman écrivait. Elle écrivait, donc elle est peut-être un peu plus déjà tournée vers ces sujets, mais... Ils vous ont d'emblée soutenu ou ils ont eu peur? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils ont tout fait. C'est-à-dire qu'ils ont eu peur. Je me souviens que ma mère m'a fait rencontrer une amie à elle, comédienne, pour me dissuader de faire ce métier. Ils m'ont encouragée, puisque quand je faisais mes castings à 12 ans, c'est maman qui m'emmenait et qui me faisait réviser les textes à apprendre. Je crois qu'ils ont tout de suite compris que j'étais quelqu'un avec la tête sur les épaules. J'étais une très bonne élève à l'école, même si j'étais une petite fille très très dyslexique. Et donc ils ont suivi parce qu'ils ont vu que c'était ça ou rien en fait. Je disais ça sera ça ou rien. Alors que j'aurais pu faire plein d'autres métiers parce que j'ai plein d'autres passions. Mais j'ai senti qu'il fallait que ça soit cette voie-là que je choisisse. Vous leur en êtes reconnaissante, j'imagine? Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que c'est beau de faire confiance à ses enfants et de les porter et de leur donner les moyens d'aller vers leurs rêves. Et non, parce que c'est un métier qui peut abîmer aussi. Et parfois, je me suis dit, ils auraient dû me dire, non, pas ce film, c'est trop dangereux pour toi, c'est trop fragilisant, tu auras l'occasion d'avoir un beau rôle comme ça, mais attends un petit peu, t'es trop jeune. Et c'est vrai que, du coup, j'y suis allée, quoi. Il y a des projets, des rôles, des films qui, précisément, vous ont abîmé, vous ont fragilisé? En fait, je sors indemne de rien. À chaque fois, j'y laisse une petite partie de moi. Moi, ce qui a été très violent pour moi quand j'ai commencé mon premier film, donc c'est Macho de Bigas Luna avec Javier Bardem, cette star internationale qu'on connaît, le mari de Penélope Cruz. C'est que je suis partie, donc moi j'avais 15 ans, des couettes, j'étais à l'école, enfin toute classique, et je suis partie jouer le rôle d'une prostituée pour un film qui était lourd à porter. Donc déjà, j'ai pas pris conscience de tout ce qu'il fallait faire pour une jeune fille comme moi qui était encore dans les jupes de sa maman. Et la solitude, l'isolement, être face à ce monde d'adultes. Et puis surtout, quand on finit un film, en fait, pendant 3 mois, on est dans une bulle avec des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent, vous faites des amis extraordinaires, il y a quelque chose comme ça, comme si on ne faisait qu'un. Et puis après, quand le film se termine, c'est fini. C'est-à-dire que si on rencontre quelqu'un, peut-être même qui vous saluera de loin. Et cette rupture a été violente. J'ai pas tout compris. Je crois que j'ai beaucoup pleuré après le tournage. Cette solitude, ce plein et ce vide. C'est du tout au rien, finalement. Ouais, pour moi, ça a été compliqué émotionnellement. Oui. Alors justement, puisqu'on revient aux émotions, ce qui est intéressant, c'est dans cet album qu'on évoquait tout à l'heure, à travers les titres, on voit tous vos rôles de femmes, vous le disiez, l'amoureuse et conduite, l'esprit volcanique de celle qui veut tout envoyer valser, le blues de la maman qui laisse son fils partir. Vous êtes en paix aujourd'hui avec toutes ces facettes de vous-même? En fait, elles me surprennent toujours autant.
rien n'est prémédité, mais il peut arriver qu'il y en ait une qui sorte de facette et puis après une autre, ça dépend des jours. Je suis en paix avec qui je suis parce que je suis une femme qui a eu envie aussi de travailler sur soi. Donc à travers les cours de théâtre, on apprend à mieux se connaître aussi. On travaille ses émotions, on arrive à les dompter. Puis après, on essaye de les exacerber aussi pour permettre justement à un rôle de prendre tout son corps. Et puis dans la vie, j'essaye d'être quelqu'un de raisonné, de pondéré, mais pas seulement. J'aime garder ce brin de folie. Souvent, les gens me rencontrent et me disent « Ah, mais en fait, t'es quand même une petite excentrique, quoi. » Et c'est vrai que j'aime garder ça, ce côté un peu excentrique, pouvoir faire rire dans les chaumières, être boute en train, avoir de l'humour, du second degré, et puis aussi être la maman qui a des responsabilités et qui doit tenir une famille aussi, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre justement à vos enfants? La liberté, je pense. Mais pour être libre, il faut beaucoup de travail derrière. Et c'est-à-dire que si on veut avoir la possibilité de choisir son métier, de pouvoir voyager, il faut avoir des bases. Donc c'est vrai que j'essaye... En fait, je suis contente parce que je ne sais pas si tout marche tout le temps avec eux, mais en tout cas, quand ils sont loin de moi ou qu'ils sont avec d'autres personnes, les gens me disent « Oh, qu'est-ce qu'ils sont bien élevés, qu'est-ce qu'ils sont polis, etc. » Et ça me fait quand même plaisir parce qu'il faut respecter l'autre aujourd'hui. Il faut donner du temps à l'autre. Pas seulement aujourd'hui. Oui, de tout temps. Mais par exemple, là, ça fait quelques jours que je suis très prise par le bénévolat pour des associations caritatives, Petit Cœur de Beurre qui aident les enfants atteints de maladies cardiaques. C'était vendredi, je suis allée faire un concert. Puis hier, j'ai présenté un gala pour les enfants atteints du cancer. Ce soir, je vais faire une soirée pour une association aussi et je vais chanter pour une association qui transforme les perfusions pour les enfants à l'hôpital en petite princesse ou en petit pirate pour que ça leur fasse moins peur. Et souvent, ils me disent « Mais maman, pourquoi tu fais tout ça? Tu travailles et tu gagnes pas d'argent et tout ça. » Et je leur explique que ça, c'est important, c'est essentiel. Il faut donner de son temps, il faut remercier aussi la vie de ce qu'elle vous a donné. Et je veux leur apprendre ça aussi, pouvoir tendre la main à l'autre et puis ne pas travailler que pour gagner de l'argent. Et vous, c'est de la participation à ces différents projets caritatifs, ça vous apporte quoi? De la sérénité ça m'épanouit énormément, ça me donne beaucoup de bonheur. C'est un métier extrêmement égoïste que je fais depuis l'âge de 12 ans. C'est-à-dire que c'est moi, vous voyez, vous me posez des questions, c'est mes chansons, etc. Donc c'est bien à un moment donné de changer de point de vue et puis de se dire que ce métier peut servir aussi à en aider d'autres. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Et je faisais le compte avec une maman il y a quelques jours, lors de mon concert au Petit Cœur de Beurre, des associations que j'aidais. Et en fait, je me rends compte qu'il y en a plus d'une trentaine. C'est énorme. Et si un jour ce métier devait s'arrêter, j'espère justement pouvoir après me donner corps et âme à une association qui me tiendra vraiment à cœur. Alors face aux épreuves de la vie que rencontrent ces enfants de Petit Cœur de Beurre ou toutes ces personnes atteintes de cancer, quel que soit leur âge, du coup, on fait tous face à des moments très difficiles. Alors je vous souhaite de ne pas avoir connu la maladie, mais vous avez certainement fait face à des épreuves d'un autre style. Dans ces moments-là, dans ces moments très difficiles, très douloureux, qu'est-ce qui vous aide? Où est-ce que vous trouvez la force? Où est-ce que vous allez puiser? Qu'est-ce qui vous aide à avancer? Alors, les autres. La main tendue des autres, l'écoute des autres. Pour certains, ça peut être la religion. C'est le cas pour vous, pas du tout? Alors, moi, je crois qu'il y a quelque chose... Enfin, je suis croyante, mais je pense qu'il y a quelque chose au-dessus qui nous protège. Et donc, j'aime aussi... évidemment, j'allais dire c'est facile de prier, ne serait-ce que d'allumer une bougie. Et puis aussi, moi, je pense beaucoup à mes grands-parents. J'adore me dire qu'ils sont là et qu'ils me protègent. Souvent, je sens leur présence. Vous les sentez présents, c'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Alors, le titre, il porte le mot locomotive. C'est pas complètement un hasard. Locomotive, c'est ce qui est devant, ce qui tracte. Est-ce que le message, c'est pour dire qu'il faut continuer d'avancer justement face aux épreuves, ne pas regarder en arrière? Est-ce que c'est votre philosophie, vous, justement, d'avancer, d'aller de l'avant? D'aller de l'avant, et c'est marrant, mais regarder en arrière aussi. Quand même regarder en arrière, d'accord. Il y a un album que j'ai fait qui s'appelait Le syndrome de Peter Pan. Oui, d'ailleurs, vous n'arrêtez pas de dire avant, après. Oui. Voilà, c'est ça. C'était un peu comme regarder dans le rétroviseur. Regarder en arrière aussi pour se rendre compte de ce qu'on a fait. Parce qu'on est toujours des insatisfaits nés.
Et on se dit toujours, oui, j'aurais aimé, j'aurais voulu, etc. Et puis finalement, quand on regarde, on se dit, j'ai 2 beaux enfants, je suis mariée depuis 16 ans, je voulais être comédienne, j'ai fait des films, je voulais faire de la chanson, j'ai fait 5 albums, je voulais donner du temps aux autres, j'ai des associations qui grandissent grâce à moi. Il faut aussi un peu se valoriser aussi et pas courir toujours après ce qu'on n'a pas. Donc aller de l'avant, regarder en arrière. Et cette locomotive, oui, en effet, c'est mon cœur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que même si des moments de ma vie ont été très douloureux, et que je pense que c'est la fin ou que ça va être vraiment compliqué, toujours se relever et avancer et continuer pour sa famille, pour ses croyances, pour les autres. Et alors justement, quand vous regardez en arrière, dans le rétroviseur, on va dire, quel constat vous faites? Justement, le constat que finalement vous êtes chanceuse. Quel est le constat que vous portez quand vous regardez justement en arrière? Ça dépend des jours. Ouais. Il y a des jours où j'ai l'impression d'être chanceuse et puis il y a des jours où je voudrais recommencer certaines choses, avoir le temps prendre le temps avec certaines personnes ou faire des choix différents professionnels. On n'est pas toujours fou de ce qu'on a fait dans sa vie passée, recommencer des choses ou prendre plus de plaisir aussi. Moi, j'ai eu du mal pendant des années à profiter du moment présent. Carpe diem, c'est un mot fabuleux, mais parfois j'ai eu du mal à goûter et à apprécier toutes les saveurs de la vie. Et aujourd'hui davantage ou pas encore complètement? Je me force, ça dépend. Parfois, j'ai l'impression de repartir en pilote automatique. Quand la vie est trop pressante, quand on est trop dans la tourmente, on n'arrive pas à goûter chaque chose. J'essaye de prendre du plaisir, d'être heureuse d'être avec vous et de ne pas penser à, une fois que la caméra sera coupée, tout ce que j'ai à faire. Et il y a des jours où j'y arrive très bien et je suis fière de moi en me couchant, en me disant j'ai réussi à vraiment partager des moments intenses avec les gens et à leur donner quelque chose et recevoir quelque chose. Et parfois, je m'en veux en me disant finalement, aujourd'hui, tu as tout loupé, quoi. Et est-ce que c'est pas un peu pesant, toutes ces injonctions qu'on a à longueur de journée, de faire ci, de faire ça, d'être dans le moment présent? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le sentiment que ça peut vous encombrer? Est-ce que vous êtes de nature à tenter d'obéir à toutes ces injonctions, que ce soit des injonctions sociales ou Moi, je me mets des barrières dans tous les sens, j'ai des cadres dans tous les sens. J'ai toujours eu envie d'être la mère parfaite, la fille parfaite, l'actrice parfaite, et parfaite n'existe pas. Et souvent, je m'en veux beaucoup quand je loupe quelque chose, etc. Et parfois, ça me fait rire aussi. Je ne sais pas si j'oublie un rendez-vous important ou je sais, ça peut me faire rire en me disant « Ah, tu vois, ça t'arrive aussi ». Heureusement, vous n'avez pas oublié de venir aujourd'hui, ça, on vous en remercie. Vous avez donc le sentiment aujourd'hui d'être plus forte ou plus fragile, justement, quand vous regardez dans le rétroviseur? Je crois que je suis plus fragile, quand même. Oui. Je pense que jeune, j'étais pleine de fougue et d'inconscience et qu'aujourd'hui, je suis fragile. J'ai peur de perdre les gens que j'ai autour, j'ai peur évidemment de ne pas être à la hauteur et je me mets une pression incroyable. Je voudrais que tout soit comme dans un conte de fées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je fais mon maximum, en tout cas, pour que les autres soient contents de ce que je leur apporte. On parlait de se mettre la pression. J'espère à présent que moi, je ne vais pas trop vous mettre la pression, mais je vais vous laisser seule sur ce plateau. Vous allez voir, c'est un exercice assez intéressant, en tout cas, je pense totalement inédit. Je vous rassure, vous allez continuer de m'entendre. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. À tout de suite. D'accord. Elisa, est-ce que vous êtes bien installée? Très bien. Alors, il y a un repose-pied. En fait, comme chez vous, vous voyez, c'est relativement cosy comme espace et propice justement à la confession, bien que c'est ni un exercice de confession ni une psychanalyse. Mais je vais donc vous proposer quelques mots et puis vous allez me dire, si vous le voulez bien, ce que chacun d'entre eux vous inspire. On commence avec tradition. Tradition. Très important, la tradition. Moi, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Mais par contre, la tradition est importante, ça permet de se retrouver avec sa famille, de pouvoir fêter, de faire comprendre aux enfants l'importance de croire en quelque chose. Ça crée des liens. Et donc la tradition, pour moi, c'est les fêtes.
Alors les fêtes dans la tradition juive, il y en a un certain nombre, Oui. surtout à partir du mois de septembre. Oui. Vous avez vécu dans cet environnement-là où les fêtes étaient importantes, Oui. toute la famille était réunie autour de la table. Comment ça se passait et quels souvenirs vous en gardez? Je garde le souvenir de toutes les femmes en cuisine qui préparent des mets délicieux. Je garde le souvenir de petits garçons qui mettent une première cravate, d'une bonne ambiance, de chants, de moments de convivialité et d'échange. Et la tradition juive est une tradition merveilleuse pour rester en lien avec la famille et la croyance. Et je trouve ça assez beau. Les fêtes les plus importantes, en tout cas, Hanouka, Kippour, Pessah, sont des fêtes que je fais chaque année avec mes enfants. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous continuez à faire perdurer cet esprit de fête et voilà. Oui. Oui, oui, et encore plus parce que maintenant, moi, ma famille est un peu séparée puisque une partie de ma famille, ma sœur, vit à Miami. Et puis encore plus parce que mon mari n'est pas juif, donc c'était important pour mes garçons de comprendre les deux religions pour faire leur choix plus tard. Donc je me sens, enfin c'est une envie et je me sens dans l'obligation aussi de perdurer ces traditions. Alors ces traditions, elles peuvent être un petit peu différentes puisque vous êtes né d'un père dentiste juif français d'origine marocaine et votre mère d'origine russe-polonaise. Est-ce que ces traditions ashkénazes, séfarades peuvent un peu parfois s'entrechoquer? Est-ce qu'il y a eu une espèce de conflit de traditions ou est-ce que tout ça s'est passé très harmonieusement? Le conflit est déjà à l'intérieur de moi parce que vous voyez une jeune fille brune plutôt séfarade, mais j'ai une âme très ashkénaze. Donc souvent, petite, on m'appelait déjà vodka couscous. Vous imaginez un couscous avec un verre de vodka, c'est un peu moi. Et là, ça s'est très bien passé avec mes parents, puisqu'ils se sont mariés et qu'ils se sont aimés, un peu moins avec mes grands-parents. C'est toujours la bataille entre le couscous et le strudel. Donc en fait, il y a un mélange de cultures sur la table qui est merveilleux, la façon de prononcer aussi les prières qui sont très différentes, les musiques aussi, mais je trouve que c'est un équilibre merveilleux et je suis tellement fière de ce mélange en moi et de pouvoir transmettre à mes enfants ce mélange, plus celui que j'ai fait aussi avec le père de mes enfants, puisqu'il est français et belge et catholique. Donc tout ça fait un mélange merveilleux et ça enrichit beaucoup les enfants. Et du coup, vous faites perdurer aussi les traditions catholiques. Du coup, vous faites toutes les fêtes juives et catholiques. Exactement. Alors, je laisse quand même ma belle famille s'occuper de toute la tradition catholique, puisque je ne la connais que peu. Moi, je m'occupe de la tradition juive, et puis ça fait un beau mélange. Par exemple, cette année, Noël est en même temps que Hanouka, la fête des Lumières. Donc, nous allons faire, avec ma belle famille, les fêtes juives, le jour de Noël aussi. Et ça, c'est très sympa. C'est sympa, en effet. Alors, dans vos rôles, vous avez souvent interprété des personnages de la communauté juive, à commencer par celui que j'évoquais tout à l'heure, Shoshana Aboutboul, dans La vérité, si je mens. Et puis, au théâtre, vous avez également incarné La fiancée orientale, qui est l'adaptation théâtrale d'un roman d'Eliette Abécassis qui s'appelle Séfarade. Oui. C'est important pour vous, qui vivez vraiment de l'intérieur, même si ce n'est que pour 50% pour la tradition séfarade, mais qui avez vécu dans cet environnement-là, c'est important pour vous de faire vivre ces personnages? Alors, ça ne l'était pas. Je les évitais même au départ, pour vous dire la vérité. C'est-à-dire que c'est compliqué en France parce que quand on fait des castings et qu'on est brune et qu'on est juive, on vous donne que des rôles de juive. Donc c'était saoulant au bout d'un moment. Vous craignez d'être un peu cataloguée, oui. Donc je faisais. D'ailleurs, je raidis toujours mes cheveux. Donc je raidis mes cheveux qui sont très frisés. J'ai même commencé ma carrière en mettant des lentilles de couleur verte, en me disant je ferai plus française. Ça n'a pas marché. Donc c'est sûr que j'en avais un peu peur, même si j'avais pas le choix, parce que c'est vrai que on m'envoyait quand même vers ce genre de rôle, même si j'étais persuadée que je pouvais faire une Française comme tout le monde. Mais quand même, les gens vous mettent souvent dans des cases. Et puis, je m'en suis rendu compte que c'était une chance et que j'avais envie de le porter fort pour La fiancée orientale séfarade. Parce qu'en étant sur scène, en interprétant cette jeune fille, et ce livre est merveilleux d'Eliette Abécassis, ça m'a fait comprendre énormément de choses sur ma culture, ma religion, d'où on vient, la fierté de venir de cette religion, de cette tradition, de cette culture espagnole et marocaine. J'ai compris beaucoup de choses aussi sur ma grand-mère séfarade, pourquoi elle réagissait comme ça, d'où elle venait. Et c'est vrai que depuis, je le porte vraiment très fièrement comme un drapeau et je serais ravie de réinterpréter un rôle d'une jeune fille séfarade ou ashkénaze juive. Mais au début, ça m'amusait moyen. Est-ce que vous avez le sentiment que
pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Oh oui, bien sûr. Oui, 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 oui. C'est important. Je connaissais plus mon histoire ashkénaze que séfarade, puisque j'avais des grands-parents ashkénazes qui étaient très présents, très proches de moi, qui me voyaient tous les jours, qui parlaient à peine français, qui parlaient surtout yiddish, qui sortaient des camps de concentration. J'avais toute une famille qui a été décimée dans les camps, donc on m'a beaucoup parlé de ça, évidemment. Puis il y avait le tatouage sur les bras de mes grands-parents, et puis toutes les séquelles qui vont avec. Donc c'est sûr que j'en avais beaucoup parlé avec eux. Et ma famille séfarade et ma grand-mère un peu moins, elle m'a surtout transmis, c'était autour de la nourriture qu'on se transmettait des choses, ces recettes de cuisine et tout ça. Et puis c'est vrai qu'avec cette pièce La fiancée orientale, j'ai mieux compris aussi ce côté-là de ma famille aussi. Bien sûr que c'est important, il faut savoir d'où on vient. Moi, je n'ai jamais eu honte de dire d'où je viens. Et j'en ai parlé aussi à mes enfants, et c'est important, même si c'est une époque où on en parle de moins en moins, ou en tout cas, je vois pas mal de personnes qui le cachent ou qui se lissent. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Vous parliez, c'est très fort, de cet héritage que vous ont transmis vos grands-parents d'origine ashkénaze, avec cette mémoire des camps de concentration. C'est quelque chose qui vous a marqué au sens où, j'imagine, que quand on sait depuis toujours, depuis qu'on est né, que ces origines, ces traditions peuvent être synonymes de menaces de mort et d'extermination, ça doit quand même être quelque chose de lourd. Comment cette histoire-là vous a construite, vous a marqué à tout jamais ? Alors, ça peut être lourd ou moins lourd, ça dépend de la personne qui le reçoit. Moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'étais très proche de ma grand-mère et de mon grand-père, et que, vous savez, beaucoup de ces gens qui revenaient des camps ne parlaient pas, ou très peu, ne se confiaient pas. Et comme moi j'étais très très proche d'eux, tous les mercredis j'allais manger chez eux et je leur ai un peu tiré les vers du nez. Et donc j'ai été la première, avant même ma maman, à recevoir leurs témoignages, qui étaient d'une importance capitale pour moi. Et j'ai vraiment été très fière de pouvoir être une oreille pour eux. Mais forcément, quand vous avez 14-15 ans et que vous entendez les détails, tous les détails, ça peut être lourd à porter. Donc ça m'a tout de suite énormément marquée. J'étais extrêmement fière et à la fois c'était difficile à entendre. J'ai une espèce d'urgence à vivre, moi. Dans mon sac qui est derrière, si je l'ouvrais, vous seriez très étonnés parce que j'ai toute ma vie dans ce sac. Toute ma vie, parce que je ne sais pas, instinctivement, je me dis on ne sait jamais s'il faut partir tout de suite, il faut avoir tout sur soi. Quand vous dites toute votre vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a ? Il y a nécessaire d'un kit de survie ? C'est un peu ça. S'il fallait que je ne rentre pas à la maison, je pourrais partir et j'aurais ce qu'il faut pour survivre. Comme quoi, ça vous a quand même beaucoup marqué, même si vous dites avoir eu de la chance dans la façon dont vous l'avez reçu. Mais il y a quand même cette idée que d'un moment à l'autre, tout peut s'arrêter. Oui, une urgence. Une urgence à vivre, et aussi une urgence à dire aux gens qu'on les aime. Je suis quelqu'un qui dit énormément je t'aime aux gens que j'aime. Je voudrais pas... au niveau de la communication, je pense que c'est important. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Je peux me faire écraser en sortant de l'émission dans la rue. Alors ça fait... c'est horrible qu'elle pense à ça et tout. Non, mais oui, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Donc je ne veux pas avoir de regrets. Et puis ils m'ont transmis l'urgence de vivre, l'importance de vivre, le fait aussi d'avoir envie de se battre. Voilà, que la vie peut tourner vite, quoi. Et ça vous fait peur, justement, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer ? Est-ce que vous appréhendez comme ça des choses horribles qui pourraient arriver ? Vous êtes dans la peur ? Alors, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais pour moi, pas du tout. J'ai pas peur du tout pour moi, mais par contre, j'ai peur pour les gens que j'aime, ouais. Pour vos enfants, votre mari. Alors, sans transition, on passe au mot rêve. J'ai toujours eu des rêves, moi. Alors des vrais rêves au sens propre, au sens figuré, ce que vous voulez. Ça m'arrive d'avoir un rêve et de le continuer la nuit d'après, déjà. Il y a un moment donné de ma vie où je rêvais je rêvais sur commande, excusez-moi. C'est-à-dire que je me disais, hop, je m'endormais et j'étais là où je voulais aller. Donc ça, c'était génial. Et puis en tant que petite fille, j'ai toujours eu ce rêve
de monter sur scène, de jouer la comédie, de chanter. J'ai des rêves et j'ai une forme de pugnacité et d'envie, et rien ne peut m'arrêter quand je les ai. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Par exemple, ça vous paraît idiot, mais j'avais très envie de monter sur scène à Paris pour pouvoir interpréter mes 5 albums et pouvoir boucler la boucle comme un peu un tour de piste, avant de peut-être me donner un peu plus au cinéma, en tout cas mettre sur pause ma carrière de comédienne, de chanteuse, je veux dire. Et tout le monde me disait, mais c'est impossible, tu peux pas produire une date toute seule, t'imagines, comme c'est compliqué, tout ce qu'il faut faire, les subventions, la salle, la production, les décors, les musiciens, les répétitions et tout ça. Et finalement, là, je suis en train de réaliser mon rêve, puisque je vais vraiment me retrouver le 6 décembre au Café de la Danse, et que je le fais toute seule, d'une façon très artisanale, jusqu'au plan des lumières, jusqu'au son, jusqu'aux musiciens, jusqu'aux costumes, jusqu'au décor. Et c'est vraiment génial. Et ça, c'est un truc que j'ai pour moi. Généralement, je vais jusqu'au bout de mes rêves, envers et contre tout. Et c'est une fierté, justement, de mettre la main à la pâte du début jusqu'à la fin pour tout construire vous-même? C'est une fierté parce que, comme je vous disais au début de l'émission, j'ai souvent été déçue du résultat dans ma vie. Et je me suis rendu compte qu'il fallait rien attendre de la vie, mais que par contre, le chemin vous apportait énormément de choses, énormément de satisfaction. Et donc, alors la date est complète, hein, mais si par hasard elle ne l'avait pas été et que je m'étais retrouvée le 6 décembre dans une salle vide, au moins tout ce que j'ai vécu depuis 4 mois, la création et la genèse de cette date m'auront apporté énormément de choses, et ça déjà, personne ne peut me l'enlever. Je me demandais tout à l'heure si vous estimiez chanceuse d'avoir accompli vos rêves, parce que finalement, c'est ce dont vous rêviez depuis toujours, de cette carrière de comédienne, de chanteuse. Vous avez été exaucée. Vous me disiez à la fois oui et non. Et alors, ça m'interpellait, parce que je me demande quand même si vous éprouvez de la gratitude vis-à-vis de la vie. Vous savez, je suis quand même un peu aussi une enfant gâtée, c'est-à-dire que j'en veux toujours plus. J'ai toujours l'impression que je n'ai pas réussi à faire ce que j'avais envie de faire, exactement comme j'avais envie de le faire. Et donc je suis ravie de tout ce qui a été accompli, tout ce que j'ai reçu. Et puis après, on a toujours envie d'aller plus loin. Je mets la barre toujours plus haute, et je suis aussi très dure avec moi. Je suis très intransigeante avec les autres, mais avec moi aussi. Donc voilà. C'est quoi plus loin? Quels sont les rêves qui vous restent à accomplir, pour dire les choses différemment? Alors, évidemment, ça passe par les rôles à interpréter. J'aimerais aller plus loin, mettre le curseur plus loin, me mettre plus en danger, interpréter des rôles encore plus forts, rentrer dans la peau de personnages étonnants, charismatiques. Pendant des années, quand on est une jeune fille, on est un peu parfois au cinéma des faire-valoir, où on a la part congrue. On a envie de beaux rôles, de gros rôles. Pendant des années, j'avais faim, j'avais envie de choses qui me nourrissent, qui me remplissent. En tant que chanteuse, on a envie de contacter plus de gens encore avec notre musique, d'être plus comprise, de faire plus de dates à la rencontre du public. Voilà, professionnellement, en tout cas, c'est ces choses-là. Et puis après, personnellement, c'est de donner plus de temps aux autres, d'être une meilleure personne, voilà, de s'élever. Ce que vous faites un peu avec tous vos projets caritatifs. Alors, vous êtes très, très grand public dans ce que vous faites. C'est un choix. Et je voulais aussi savoir si cette popularité, le fait de s'adresser au plus grand nombre, c'est quelque chose que vous avez recherché. Qu'est-ce que vous cherchiez d'ailleurs en voulant devenir chanteuse, comédienne, en ayant cet attrait de la scène que vous évoquiez tout à l'heure, et ce depuis votre plus tendre enfance? Est-ce que c'était une recherche d'exposition, de lumière? Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. Probablement rentrer dans la lumière, probablement. J'ai fait des. En fait, on décide rien. C'est ça qui est incroyable, c'est que la vie vous emmène sur un chemin et puis après un autre. La vie a fait que j'ai fait vite des films à gros public très populaires, donc j'ai eu une popularité qui a fait que je me suis coupée un peu des films d'auteur, parce que tout d'un coup on se disait oh non.
je pense, La comédienne de la vérité si je mens, pour un film pour Arte, il faut voir. Et donc, du coup, ça m'a emmenée dans un chemin, mais moi, je suis ravie. Ce que j'aime, c'est de travailler, d'interpréter des rôles, donc voilà. Et puis, pour la chanson, oui, j'avais envie de parler au plus grand nombre, de faire des choses populaires, écoutées. J'ai jamais eu ce snobisme de faire des choses très pointues, écoutées par 2 personnes et demie, mais très bien notées dans les magazines branchés et tout ça, non. Mais j'aime les gens, en fait. J'aime vraiment les gens, j'aime les rencontrer, j'aime leur parler, j'aime échanger. Je ne suis pas quelqu'un du tout de mystérieuse et j'ai jamais cultivé ce mystère-là. Quand on me pose une question, je réponds. Je n'ai pas peur de rire à pleines dents. J'ai pas peur de me tâcher. Voilà, j'aime ça. Donc sûrement que c'était ma voie de faire des choses plus grand public. Et ce manque d'audace des producteurs, que ce soit au théâtre, au cinéma, à la télé, c'est quelque chose que vous déplorez, de se dire, bon ben, elle a fait La vérité si je mens, donc je la mets pas sur Arte, lui il fait Les jeunes premiers, donc je le mets pas en méchant, lui au contraire il fait le méchant, donc je le mets pas en jeune premier. Il y a quand même un manque d'audace de manière générale et une tendance à recaser les mêmes personnes dans le même type de personnage. C'est quelque chose que vous regrettez ? Oui. Oui, ça m'est arrivé de faire des castings pour jouer le rôle d'une jeune fille arabe et qu'on dise « Ah bah non, t'es juif, tu peux pas ». Oui, ça m'est arrivé, bien sûr que je regrette. Et à la fois, il y a plus grave. Là, ce que je regrette beaucoup, c'est que quand on est une femme en France, qu'on fait de la variété française et qu'on a plus de 40 ans, on vous renvoie quand même à une date de péremption, ouais. Je le ressens fort. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Et ça vous met en colère ? Alors, j'ai voulu le faire artistiquement d'une façon peut-être un peu gauche. Il y a une chanson dans mon album qui s'appelle « La machine ». Oui, vous avez des scènes de vous en train de casser tout dans un restaurant, effectivement. En tournant un clip, je voulais justement tourner un clip où c'est l'histoire d'une femme qui fait un burn-out, qui casse tout, qui n'en peut plus, en fait, de cette société qui veut des stéréotypes de femmes. Et en tournant le clip, donc il y a des images qui ont fuité, donc les gens ont cru que c'était moi qui cassais vraiment tout dans le restaurant. Au début, ça m'a fait rire en me disant non mais les gens vont comprendre que c'est un tournage quand même. Il y a des caméras, il y a des figurants et tout. Et puis finalement, ça a pris une telle ampleur que les gens ont vraiment cru que j'avais pété un plomb et que j'avais cassé tout un restaurant. Alors, vous êtes une très bonne comédienne pour ça. Oui, c'est ça. Alors c'est très drôle parce que ça m'a appris plein de choses, cet événement. D'abord, j'ai compris que donc on peut se faire voler des images, balancer comme ça, que voilà, on peut pas tout contrôler. Moi qui suis control freak. Ensuite, j'ai reçu beaucoup de messages de haine très graves, jusqu'à me demander à me suicider. Des choses très 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 violentes, donc je me suis rendu compte que quand même les gens qui sont derrière la toile, il y a une grosse violence. Moi j'étais assez protégée sur mes réseaux sociaux avec des fans et des gens qui m'aimaient bien, mais la vague a été très violente à prendre. J'ai pris la tasse, mais grave. Et puis surtout j'ai eu envie de dire, mais en fait les gars, il n'y a pas mort d'homme, hein. J'ai tourné un clip où on a acheté de la vaisselle que j'ai cassée après, enfin j'ai tué personne. Est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que ça mérite autant de bruit ? Est-ce que ça mérite autant de vues ? Et j'étais contente de pouvoir montrer une autre image de moi et de montrer toutes ces femmes, tous ces êtres humains, toutes ces femmes, tous ces hommes qui, à un moment donné, pètent un plomb parce qu'ils n'en peuvent plus de cette pression qu'il y a dans cette société, et le fait aussi que les gens, au lieu de vous tendre la main, préfèrent souvent vous filmer. Donc en fait, ça, c'était plutôt réussi, mais je crois que ça a été mal compris, donc il y a quelque chose que je n'ai pas dû bien faire comprendre dans tout ça. Pour être honnête, je ne suis pas sûre que ce soit de votre faute à vous, mais bon, c'est un autre sujet. On passe au terme grandir. Ça veut dire quoi pour vous, grandir ? Alors, grandir, quand je pense à grandir, je pense à mes enfants, bien sûr, Joseph et Léo. J'ai envie qu'ils grandissent bien, j'ai envie qu'ils grandissent équilibrés, j'ai envie qu'ils reçoivent de l'amour, j'ai envie qu'ils comprennent ce que c'est qu'aussi la vie, j'ai pas envie de les surprotéger. Donc grandir, c'est ça. Grandir aussi, pour moi, c'est continuer à grandir en tant que femme, m'assagir, m'ouvrir, tendre la main à l'autre. Voilà, c'est ça. Et puis grandir, c'est aussi, moi j'ai commencé ce métier très tôt, à 12 ans, donc j'avais envie de grandir vite
pour être vite autonome, pour pouvoir faire plus de choses, pour avoir mon indépendance. Donc j'ai eu envie de vieillir vite, c'est drôle. Mais à 12 ans, je voulais déjà en avoir 18, à 15 ans, j'étais déjà une petite femme. Voilà, et puis même avec mes grands-parents ou avec mes parents, j'ai toujours été une vieille âme. J'ai toujours voulu faire la grande. Être la grande sœur de ma grande sœur, être l'oreille de mes parents, être l'oreille de mes grands-parents, être quelqu'un sur qui on peut compter, voilà, être responsable. Alors, c'est amusant parce qu'on sent ce besoin d'être responsable, de faire plus grande que son âge. Et en même temps, vous avez fait ce titre, le syndrome de Peter Pan, dont on parlait tout à l'heure. Et quand on parle du syndrome de Peter Pan, c'est un terme utilisé pour désigner précisément l'angoisse qui est liée à l'idée de devenir adulte et de quitter l'enfance, et plus généralement pour caractériser un adulte qui peut être émotionnellement immature, en référence évidemment au personnage de fiction de Peter Pan. Vous aviez envie de grandir ou vous n'aviez pas envie de grandir? En fait, j'ai grandi trop vite. Quand on fait ce métier à 12 ans, j'ai pas eu les colos de vacances, j'ai pas eu les copines d'école. Quand je terminais le collège, je partais, j'avais un taxi qui m'amenait direct à TF1 où je présentais une émission de télé. J'ai grandi trop vite. Et donc, en fait, toute cette période-là, je l'ai pas eue. Des booms, de l'adolescence, des bandes de copains et tout ça. Et donc, le syndrome de Peter Pan, j'avais juste envie de retrouver cette adolescence et cette jeunesse qui a été un peu tronquée pour moi. Et puis il y avait une chanson par exemple qui s'appelait Ex-princesse, et je disais on est toutes des ex-princesses dans nos déguisements de fées et qui tournent jusqu'à l'ivresse pour voir nos belles robes s'envoler. On est toutes des ex-princesses endormies depuis trop longtemps qui attendons le prince charmant. Donc oui, il y avait ce côté un peu où on est toujours dans la rêverie, dans ce truc un peu de ce monde merveilleux. Voilà. Donc j'ai eu envie à un moment donné de me repencher sur toutes ces métaphores sur l'enfance, sur cet album. Et ça vous manque aujourd'hui, cette partie de l'adolescence que vous n'avez pas vécue? Oui. Oui. Je peux même être un peu jalouse parfois. Jalouse de ceux qui ont eu le temps de grandir. Qu'est-ce que ça implique de grandir? D'être responsable plus vite, de voir et d'entendre des choses qu'on n'aurait pas dû voir et d'entendre, de perdre un peu de sa naïveté sur les autres, sur la vie. Brûler les étapes, c'est jamais bon. Maintenant, si on m'avait empêché de les brûler, je pense que j'aurais tout cassé, comme dans le restaurant. Et le fait de grandir sur un plan spirituel, pour vous, ça veut dire quoi? Alors, ça vient petit à petit, de plus en plus d'ailleurs. Ça vient avec les rencontres. Les gens que vous rencontrez qui peuvent vous transmettre comme ça cette envie d'être plus spirituel. Ça vient avec des lectures, avec même des films que vous pouvez voir, mais surtout des rencontres, le temps aussi d'être un peu plus en introspection, en méditation, mais les rencontres. J'ai rencontré quelques personnes qui m'ont donné envie d'aller dans cette direction. Vous avez envie d'en dire plus? Pas forcément, mais ça va, ça vient. En fait, je m'interdis rien. Et à la fois, je sens bien que plus ça va aller dans ma vie et plus je tendrai vers ça. Oui, que je trouve que c'est important. Et on conclut avec éternité. Au secours. Pourquoi? Je sais pas, il fait peur ce mot. Il vous fait peur? Pourquoi est-ce qu'il vous fait peur? Je sais pas. Parce que c'est tout un programme. Éternité. On fait aussi ce métier pour laisser des traces, pour exister encore après, pour être toujours là. L'éternité, ça peut être plein de choses. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de faire des choses super, tant qu'on est encore là, pour rester toute sa vie dans la tête des gens et avoir une forme d'éternité. Voilà. La Bible, la Torah, c'est un bout d'éternité pour vous? Oui.
Bien sûr, c'est important de les lire et de les comprendre. Pendant des années, j'ai lu sans comprendre. Vous avez lu la Bible ou la Torah ou les Les deux? deux. Alors, la Bible, évidemment, c'est dans notre langue, mais la Torah, il est très facile de la lire en phonétique. Et en fait, je me faisais souvent bercer quand j'allais à la synagogue et quand j'écoutais les prières par juste ce son merveilleux des prières que vous apprenez d'une façon phonétique sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Mais vous parlez hébreu? Pas du tout. D'accord. Et puis après, vous commencez à apprendre la traduction. Et puis vous comprenez ce qu'il y a dedans. Et puis après, vous pouvez même aller plus loin pour comprendre le sens de toutes ces religions. Et aussi, quand vous devenez maman, vous avez quand même un devoir de transmettre à vos enfants et de leur faire comprendre. Donc pour leur faire comprendre, eh ben vous apprenez en douce avec eux. Donc voilà, donc, par exemple, par rapport à la religion juive, je fais apprendre à mon fils en ce moment à parler hébreu, dans l'idée peut-être qu'il aurait envie de faire sa bar mitzvah. Et donc en même temps, on travaille main dans la main et moi aussi j'apprends en même temps que lui. C'est quelque chose que eux souhaitent, tous les deux? Oui. Alors le deuxième, je ne sais pas, j'en ai pas parlé. Par contre, c'est quelque chose que le premier souhaitait, et c'est pour ça que je lui donne les clés. En fait, moi, mon but, c'est de les forcer à rien, surtout pas. Mais c'est juste leur donner les clés pour qu'ils ne soient pas coincés plus tard. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir aussi donné quelques clés pour mieux vous connaître. Je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup, Elisa Tonati, de vous être livrée, parce que ça permet de savoir mieux qui vous êtes et d'où vous venez. Et je voulais savoir justement comment ça s'est passé pour vous, cette expérience, parce qu'encore une fois, c'est relativement inédit. Comment vous l'avez vécu? Quel a été votre ressenti? C'est jamais facile. C'est jamais facile de se livrer. Puis c'est difficile aussi parfois d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur d'une façon lisible pour les gens. J'ai essayé à l'instant T d'être sincère. Maintenant, si les questions avaient été posées il y a un mois ou dans un mois, probablement ça aurait été une autre réponse. Oui, ça dépend de l'état d'esprit du moment. Exactement. Quelle est votre chanson préférée? C'est une chanson de Véronique Sanson qui s'appelle Ma révérence. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ce titre-là? Pour plein de raisons personnelles. D'abord parce que quand je suis rentrée au Cours Florent, quand j'avais 12 ans, pour passer l'audition, il fallait prendre une chanson. Et c'est celle-là que vous aviez présentée? Voilà, c'est celle-là que j'ai présentée. Ce que Véronique Sanson me bouleverse, c'est que j'avais écouté cette chanson que je trouvais merveilleuse. Donc c'est une mémoire sensorielle pour moi, c'est une chanson qui me parle. Votre petite Madeleine de Proust. Ma petite Madeleine de Proust, exactement. Puis c'est une chanson que j'ai chantée régulièrement à des moments clés dans ma vie. Donc voilà, si j'avais à en choisir une, je prendrais celle-là. Et quand vous étiez petite, chez vos parents, qu'est-ce que vous écoutiez qui vous a tant donné envie de faire ce métier? J'écoutais beaucoup de musique, mais j'écoutais beaucoup de chansons françaises. On écoutait beaucoup Berger, Souchon, France Gall, Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Balavoine. En tout cas, la musique faisait vraiment partie de l'environnement. Oui, beaucoup. Oui. Quel est le rôle que vous auriez adoré incarner au cinéma ou au théâtre? J'aurais voulu incarner un rôle à l'opposé de moi. C'est ça qui est intéressant, pour aller vraiment chercher des choses. Donc, alors c'est quoi un rôle à l'opposé de vous? Ce serait quel rôle? Ça serait me mettre en danger, en tout cas. J'aurais envie de me mettre en danger. Donc il y a beaucoup de choses à l'opposé. Mais par exemple, un rôle un peu comme Juliette Binoche dans le film de Léo Carax, quand elle est clocharde, ou un rôle peut-être d'un personnage historique qui a, je ne sais pas moi, Marie Curie, ou un personnage fort. J'aime bien aussi les personnages en costume, par exemple Marie-Antoinette, donc là c'est vraiment l'opposé de moi. J'ai interprété l'impératrice Popée pour une grande série internationale, et ça avait été fantastique de rentrer dans la peau d'une impératrice romaine. Alors vous qui avez beaucoup chanté l'amour, quelle est la chose la plus grotesque que vous ayez faite par amour? J'ai fait que des trucs de fou, moi, ça a pu être grotesque. À une époque, je m'appelais même la geisha, entre guillemets, pas pour... mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'était Madame Oui, en fait. J'acceptais tout par amour.
D'accord. J'acceptais tout et je me protégeais pas assez. Puis maintenant, comme dit mon mari, t'as bien appris à dire non. Mais oui, j'étais capable de faire des kilomètres, de préparer des choses incroyables, de m'oublier. Il y a une chose en particulier que vous avez fait en disant oui, qui aujourd'hui vous semble complètement absurde? Là, comme ça, j'aurais pas d'idée qui me saute aux yeux. Non, mais en tout cas, j'ai pas d'exemple, je me souviens pas, mais je me souviens que trop souvent, je me suis laissée sur le côté. Vous êtes oubliée dans le désir de l'autre. Je me suis oubliée par amour. Quel est votre hobby préféré quand vous ne chantez pas, que vous ne jouez pas, que vous n'apprenez pas l'hébreu avec vos enfants? Je range. C'est vrai, c'est un hobby de ranger, vraiment? Oui. Ouais. Oui, parce que je pourrais vous dire, j'adore faire de la plongée sous-marine, voilà, de la cuisine et tout ça. Mais je sens que quand il y a un peu de vide, le vide me fait peur, terriblement peur. Et quand il y a le vide, ce qui me fait un bien fou, c'est de ranger, c'est de classer, c'est de jeter, c'est d'organiser, voilà. Comme si ça vous permettait de faire le tri dans votre tête. Et je fais le tri en même temps. Si vous saviez le nombre d'idées que j'ai pendant ces séances d'organisation, c'est terrible. Quelle est votre peinture préférée? Est-ce qu'il y a une toile qui vous parle vraiment? Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours été fan des tableaux de Gauguin à son époque à Tahiti. Et il y a La femme à la mangue qui est mon tableau préféré. C'est quoi pour vous une journée réussie? C'est une journée où j'ai pu cocher toutes les choses qu'il y avait écrites sur la liste. La to-do list. Oui, to-do list, exactement. Quand tout a été fait et que je me couche sereine et que j'ai l'impression aussi d'avoir avancé. Avancé par rapport à tout ce que j'ai à faire, avancé en tant qu'être humain, et là, je suis très heureuse. Quel est le don de la nature que vous n'avez pas et que vous adoreriez avoir? J'ai le don d'écouter, mais je n'ai pas le don de soigner. J'aurais voulu... C'est déjà pas mal, écouter l'autre, ça peut déjà être un début de... C'est un début, oui. J'aime aussi toutes ces médecines parallèles, quand on voit les sophrologues. Ça me passionne de pouvoir savoir qu'on est un soulagement et un refuge pour l'autre. Quelle est votre devise dans la vie? Et on s'arrêtera là-dessus. Gérer, c'est prévoir. Très bien, magnifique. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre devise, entre autres, mais aussi de votre vision de la vie. Je rappelle que votre actualité du moment, c'est un album qui s'intitule « Le cœur et la locomotive des filles émotives ». Et vous nous avez montré qu'émotive, vous l'étiez. Merci beaucoup, Elisa Tovetti. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.